allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Je suis trop contente de vous retrouver de manière habituelle parce que comme je vous l'avais dit dans mon précédent vlog, et d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille fortement, mais fortement, d'aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici. J'étais malheureusement malade, j'ai chopé un petit virus qui m'a mise KO pendant un certain temps et j'avais donc plus pris la caméra depuis, en tout cas de manière régulière depuis assez longtemps, et je suis donc ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour démarrer cette nouvelle semaine de vlog en forme, ou presque, mais en tout cas pour parler lecture, et j'espère vous reprendre plusieurs fois cette semaine pour continuer donc l'habitude de tournage de ces vlogs. Bref, j'ai sorti un livre de ma palle que j'ai commencé ce matin dans le bus et il s'agit de Le chat qui venait du ciel de Raide Takashi. C'est mon mari qui a choisi ce livre-là parce qu'en fait j'avais envie pour démarrer cette semaine de reprise de travail d'un livre assez léger, d'un livre court, pas trop complexe, pas trop dense, qui demandait pas trop de réflexion, et donc j'avais fait une sélection de 3 livres et j'avais demandé à mon mari d'en sélectionner un, et il a donc choisi celui-ci parce que il y a un petit chat sur la couverture et le titre nous indique que sans doute ce livre parlera d'un chat. Alors je l'ai commencé ce matin, donc je n'ai pas lu grand chose. Je suis au chapitre 3, page 14. Et ça parle de... donc en fait on va suivre un homme qui est le narrateur principal. On ne connaît pas son nom. On sait juste qu'il a, je pense, environ 35 ans. Qui donc vient d'emménager avec sa femme dans le pavillon d'une ancienne demeure japonaise. Et dans cette demeure, il y a un grand jardin, et au centre de ce jardin, il y a un chat, un petit chaton qui va être adopté par un autre habitant d'une partie de cette demeure japonaise. Et voilà. En fait, c'est assez complexe à résumer. La 4e de couverture n'en dit pas plus. Mais en fait, cet homme nous parle un petit peu de sa vie, de son passé, de sa vie dans ce pavillon. Comment est le pavillon, comment est le jardin, comment est la propriétaire, comment sont les voisins, etc. Et c'est un petit peu des explications sur plein de sujets, enfin pas complexes, mais variés, qui s'enchaînent, les réflexions de ce monsieur s'enchaînent de manière assez confuse, en tout cas à mes yeux. Voilà, c'est assez compliqué de résumer du coup cette histoire. Bon, je n'ai lu que 14 pages, donc bien évidemment, je ne peux pas vous faire un résumé complet. Mais voilà, donc en fait, on va suivre ce narrateur, et je pense que ce narrateur va divaguer, ou en tout cas nous expliquer, nous donner des informations sur sa vie, de son passé, de son présent et ses souhaits pour son futur, à travers différentes choses que peut faire le chat et qui lui remémore peut-être certaines choses, ou qui... Enfin voilà, je pense que ça va être un roman qui sera assez contemplatif, qui va enchaîner donc des réflexions sur différents sujets et sur différents moments de la vie du narrateur, qui vont peut-être s'enchaîner de manière pas trop logique, en tout cas pour nous, mais qui va nous apprendre plus sur lui, sa femme, sa vie, son passé, son environnement, etc. Mais en revanche, je ne sais pas trop ce que le chat aura à voir là-dedans. Peut-être qu'il va lui faire prendre conscience de quelque chose, et qu'il va avoir une révélation, et que donc c'est pour ça le chat qui tombait du ciel, parce que voilà, je suis pleine d'interrogations par rapport à ce récit. Je vous avoue que j'accroche pas trop pour l'instant à la narration, au style d'écriture et à l'enchaînement de ces différentes informations aussi diverses que variées. Après, j'avoue, c'est vrai qu'après une semaine de maladie, je suis pas trop... la reprise du travail après une semaine de maladie, c'est toujours assez compliqué. C'est vrai que je suis pas non plus à 100% de mes capacités physiques et mentales. Je sens que j'ai été malade. En plus, voilà, se relever ce matin à 6h pour prendre le bus, pour retourner travailler, c'est toujours assez complexe. Donc je sais pas. Pour l'instant, je tâtonne. J'avoue que à voir.
Franchement, je vais pas tergiverser pendant 50 000 ans non plus. J'accroche pas trop pour l'instant, mais je me dis que voilà, potentiellement ce soir, je vais pouvoir lire un petit peu au calme à la maison. Donc ça change d'une lecture dans le bus. Peut-être que je vais accrocher un petit peu plus au récit, ou en tout cas, je vais lui laisser sa chance de voir ce qu'il peut m'offrir, de ce qui peut me surprendre, etc. Donc écoutez, bah voilà, je vous en dirai plus dans la suite de ce vlog, bien évidemment. Ça fait bizarre d'être aussi concis, ça fait que 5 minutes que je parle. Je pense que c'est un record, j'ai jamais aussi peu parlé sur cette chaîne, dans mes vlogs. Mais bon, écoutez, j'avais envie d'ouvrir le vlog aujourd'hui, même si je n'avais pas grand chose à dire sur ce livre. Je tenais quand même à prendre la caméra pour recommencer cette semaine de vlog sur des bons pieds, enfin sur un bon pied, pardon, en reprenant les bonnes habitudes. Et puis bah écoutez, je vous dis donc à plus tard pour la suite de mon avis. Hello, on se retrouve de manière un petit peu anachronique parce que c'est la Noémie du montage qui vous parle. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mon rush du mercredi. On était quoi? On était le 28 mai du coup. J'avais pris la caméra, il était tard, il était 23h30 passé et je pense que j'ai dû faire une mauvaise manipulation avec mon téléphone parce que je n'arrive pas à exporter le rush de mercredi. J'ai essayé plusieurs fois, c'est impossible de le mettre sur le serveur de la maison, donc je n'arrive pas à l'exporter. Donc si vous voyez ce rush-ci, c'est que je n'ai pas réussi à trouver une solution et à exporter le rush. Et si vous ne voyez pas ça, moi, pour l'instant, c'est que j'ai réussi et donc ce que je viens de dire n'a aucun intérêt. Bref, je trouve ça un peu dommage de devoir refilmer le rush de mercredi dernier parce qu'en fait, il était vachement drôle. En fait, j'ai pris la caméra hyper tard, mon mari n'était pas à la maison, il était en train de fêter l'enterrement de vie de garçon de son frère qui va bientôt se marier et j'étais à la maison toute seule et je vous avoue que le rush était un petit peu un cri du cœur, un gros ras-le-bol. J'étais très énervée quand j'ai pris la caméra parce qu'en fait, je vous parlais de ce livre-là que j'ai décidé d'abandonner mercredi dernier. En fait, j'ai pas du tout accroché à cette histoire et j'avoue que après 2 soirées où j'étais seule à la maison, que j'avais l'occasion de lire jusqu'à potentiellement très tard, surtout mercredi dernier parce que le lendemain c'était férié, mon mari n'était pas à la maison pour la soirée, donc du coup je pouvais lire jusqu'à minuit, 1h du matin sans problème, parce que j'étais tranquille. En plus, le lendemain, comme c'était férié, je pouvais dormir un peu plus tard, je devais pas me lever à 6h du matin pour aller au travail. Et malheureusement, ces 2 soirées, donc du mardi et mercredi, ont été totalement gâchées à cause de ce livre-là. Et donc c'est pour ça que j'étais un petit peu colère, que j'étais un petit peu chafouin mercredi quand j'ai pris la caméra, parce que j'avais pris la décision d'abandonner ce livre, parce qu'en fait, je n'ai pas du tout réussi à accrocher à l'histoire, et je ne prenais véritablement aucun plaisir à lire ce livre. À tel point que c'était tellement compliqué pour moi de retourner dans ma lecture que aussi bien mardi soir que mercredi soir, j'ai passé la soirée à scroller sur Instagram, à regarder des reels pendant au moins 2 heures, 2h30 à chaque fois. Et il faut savoir que moi, comme tout le monde, j'aime bien scroller, mais un tout petit peu, regarder quelques reels et puis après c'est tout. Sauf que là, en fait, la lecture ne m'intéressait tellement pas que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'aller regarder des conneries sur Instagram, parce qu'on va pas se mentir, quand on scrolle pendant 2 heures, on tombe de temps en temps sur un reel intéressant, instructif, culturel, qui parle de lecture ou de culture générale, mais la grande majorité des reels qu'on croise, franchement, c'est des conneries, et moi, perdre mon temps, perdre 2 heures à 2h30 de mon temps à scroller, franchement, ça me rend dingue. Et j'étais tellement en colère contre moi, en fait, mercredi dernier, d'avoir passé 2 soirées entières à ne faire que scroller parce que j'avais pas envie de retourner à ma lecture, alors que j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu regarder un film, j'aurais pu cuisiner, j'aurais pu ranger mon dressing, j'aurais pu faire plein de choses, mais non. Comme j'avais envie de me poser et lire, mais que j'avais pas envie de lire ce livre, je me suis posée avec mon téléphone et je n'ai fait que scroller. Et franchement, ça, c'est vraiment le genre de choses qui m'énerve. Et donc, c'est pour ça que j'étais énervée mercredi soir. Parce qu'en plus,
ce livre-là me donnait tellement pas envie de lire que je n'avais... Limite, je sais pas comment expliquer. En fait, j'avais pas envie de passer à autre chose parce que je me suis dit, allez Noémie, accroche-toi, lis au moins la moitié du bouquin, il fait une 120aine de pages, je pense. Ouais, 131 pages. Et je m'étais dit, allez, lis au moins la moitié. Et puis, force-toi un petit peu parce que c'est seulement 130 pages. 130 pages, ce n'est rien. Va au bout. Et donc, comme j'avais envie d'aller au bout de ce livre, enfin, qu'il y avait une partie de moi qui avait envie d'aller au bout de ce livre, j'avais pas envie de lire autre chose en parallèle ou de l'abandonner, etc. J'avais vraiment envie de continuer à le lire en me disant, allez, c'est pas grand-chose, en 2 heures, c'est bon, c'est bouclé, tu l'auras terminé, etc. Que du coup, je sais pas, j'ai eu un blocage et j'arrivais pas à me dire que j'allais abandonner ce livre. Et puis finalement, je me suis rendue à l'évidence, ça servait à rien de mordre sur ma chic, ça servait à rien d'essayer de quand même le lire, parce qu'en fait, si j'avais insisté, si j'avais véritablement voulu aller au bout de ce livre, je pense que je me serais mise dans une panne de lecture. Et sans mentir, mardi soir, quand j'ai décidé d'abandonner ce livre, et que j'ai regardé dans ma bibliothèque ce que je pouvais lire ensuite, je vous avoue que j'avais envie de rien. J'avais véritablement envie de rien. Et c'était assez bizarre comme sensation, parce que la lecture, c'est vraiment une activité qui est essentielle à mon quotidien. J'aime véritablement bien lire, ça me détend, ça me permet de penser à autre chose. C'est vraiment l'une des seules activités qui me fait du bien dans tous les aspects de mon être, pour dire ça comme ça. Et le fait d'être plongé dans un livre, de ne pas avoir envie de lire et de ne pas avoir envie de lire autre chose après, ça m'a vraiment un peu inquiétée. Et donc quand je me suis rendu compte en fait de l'état dans lequel je me mettais à la lecture de ce livre-là, je me suis dit non, il faut tout de suite arrêter, sinon ça va être la panne de lecture assurée. Et vu l'état de ma panne, j'ai pas trop envie d'avoir une panne de lecture. Et donc j'ai décidé d'abandonner ce livre pour mon bien. Franchement, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout accroché à la plume de l'auteur, j'ai pas du tout accroché en fait à la manière dont il a raconté l'histoire. J'ai trouvé que c'était très décousu, très haché comme récit. Donc en fait, on va suivre donc ce couple qui s'est installé dans cette maison. Il y a un chat qui traîne dans le jardin. Le chat va venir un petit peu chez eux. Puis ensuite, il va nous expliquer un petit peu son passé, son présent, les changements qu'ils ont décidé de mettre en place. Mais en fait, je trouve que c'est pas écrit de manière fluide. C'est très brouillon comme écriture. En fait, on est dans la tête du narrateur. Et ses idées ne sont pas vraiment claires. J'ai trouvé que c'était très décousu, très haché. Il passait un petit peu du coq à l'âne. Et franchement, j'avais du mal à suivre le fil de ses réflexions. J'avais du mal à suivre le fil de sa vie, le fil de ses pensées. Et la manière dont c'est écrit, je sais pas. Franchement, je n'ai pas du tout accroché. Et je prenais véritablement zéro plaisir à ma lecture. C'est bien simple. Je pense que je lisais... allez, peut-être 1 page, 2 pages pour être gentil, et puis ensuite je reposais le livre, je prenais mon téléphone et je scrollais, comme je vous l'ai dit, pendant des heures et des heures, tellement je n'arrivais pas à me focus sur le texte. Et franchement, voilà, j'ai pas du tout accroché, et donc j'ai décidé d'abandonner cette lecture parce que c'était quand même relativement catastrophique. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, hein. Bien évidemment, si vous avez envie de découvrir ce livre, allez-y, foncez, découvrez-le, bien évidemment. Si vous l'avez aimé, je ne suis pas en train de dire que vous avez des mauvais goûts, c'est juste que moi, ça ne l'a pas du tout fait. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement le style ou mon mood du moment qui fait que je n'ai pas du tout accroché, mais ça a été extrêmement laborieux pour moi, et franchement, non. Donc voilà, j'ai décidé d'abandonner ce livre-là. Ce que j'ai fait quand même mardi, donc pareil, j'étais toute seule à la maison pour toute la soirée, et en fait ça me frustrait tellement de ne pas avancer dans cette lecture et de commencer à sentir un sentiment de manque d'envie, de manque d'intérêt pour la lecture. Je me suis dit non, il faut tout de suite que je remédie à cela, et je me suis dit que potentiellement je pouvais sortir une BD de ma palle, du coup pour essayer de me faire... quand même lire quelque chose, donc pour pas passer mon temps à scroller ou à regarder la télé ou à faire d'autres bêtises ici dans la maison. Et donc à la base je voulais lire Le Château des Animaux, le tome 2 du Château des Animaux, mais en fait
comme c'est une histoire quand même relativement complexe et relativement longue, vu que voilà, c'est une histoire sur tout le tome, je me suis dit, peut-être que c'est une mauvaise idée parce que je sentais que je n'allais pas avoir l'attention nécessaire pour me plonger dans cette BD. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, étant donné que je viens de scroller pendant 2 heures, quand on scrolle, on est habitué quand même à un contenu assez rapide avec les informations qui arrivent rapidement. C'est clair que les reels sont faits pour nous tenir concentrés pendant quelques secondes, voire 1 minute, rarement un peu plus. Et donc je me suis dit, quel est le livre qui se rapprocherait du scrollage d'Instagram? Qu'est-ce que je vais pouvoir lire qui est straight to the point, rapide, efficace et qui est l'équivalent des reels au niveau papier? Et en regardant ma palle, je me suis dit, Le chat de Philippe Geluck. Franchement, version papier, c'est l'équivalent des reels d'Instagram parce qu'en fait, bien que la BD, quand on la commence, vaut mieux la finir, bien évidemment. Mais en fait, ce n'est pas une histoire continue. C'est des enchaînements de petits sketchs. Voilà, le plus long, c'est un sketch qui dure 1 page. Mais sinon, très souvent, voilà, c'est 3 cases, une case, enfin, oui, une image, voilà, une case, pareil, une case là. Voilà. Donc, au grand maximum, on a 1 page remplie d'un gag continu, mais très souvent c'est des petits gags hyper rapides comme ça, et donc c'est un peu l'équivalent du scroll Instagram, quoi. Notre esprit n'est pas... on ne demande pas de la réflexion à long terme, on va pas mettre... comment dire? Alors, j'ai quand même mis, je pense, une demi-heure, 1 heure à lire cette BD, mais en fait, ça ne nous demande pas d'avoir une concentration continue du début à la fin. Là, le fait d'enchaîner les petits sketchs, on lit un sketch, c'est drôle, on passe au suivant, et du coup, ça a un petit peu le même effet que les reels, quoi. Notre concentration, on la garde quand même à long terme, mais pour un sujet, c'est seulement quelques secondes. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais bon. Bref, l'équivalent d'un scrollage Instagram en BD, c'est les BD Le Chat. Et je dois dire que ma réflexion pour le coup fut bonne parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de me plonger dans une BD style Le Château des Animaux, même dans un Tintin, même dans une autre BD que j'adore lire quand je ne sais pas quoi lire. Et là, en fait, j'ai été vraiment inspirée de sortir cette BD parce que du coup, je l'ai lue d'une traite. Et ça m'a fait du bien, en fait, parce que au moins, j'ai arrêté les conneries, j'ai arrêté de scroller inutilement et de m'abrutir en regardant des bêtises sur Instagram. Et même si... le chat, c'est de l'humour, c'est de l'humour un peu noir, un peu sarcastique, pardon, de l'humour très basé sur la religion, la politique, etc. C'est très fin, en un sens, l'humour de Philippe Geluck, mais à la fois, ça peut également être de l'humour un peu de beauf, et donc c'est pas non plus extrêmement intelligent, voilà, c'est pas un roman philosophique ni rien, mais au moins, je me suis dit, j'arrête les conneries sur Instagram et je lis, et la lecture, c'est quand même un petit peu mieux que de scroller pendant des heures et des heures et de regarder, voilà. Bref. Et franchement, je dois bien vous avouer que ça m'a fait du bien de me plonger dans cette BD-là parce que c'était ce que j'avais besoin. J'avais besoin de contenu rapide, de contenu straight to the point, de contenu qui ne me demande pas non plus une grande réflexion. Et voilà, je pense que j'ai été très inspirée de l'avoir sorti à ce moment-là. Donc là, on est donc dans Le Chat, acte 16, c'est le 16e tome de la série Le Chat de Philippe Geluck. Et moi, vous le savez, déjà, j'aime bien les chats, mais au-delà de ça, moi, je suis très réceptive à l'humour de Philippe Geluck. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un humour un peu noir, un peu cynique, de l'humour assez particulier. Moi, c'est l'humour auquel j'accroche énormément. Alors bien évidemment, dans ce genre de BD, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gags que j'ai vraiment bien appréciés, des jeux de mots que j'ai vraiment bien appréciés, d'autres gags qui m'ont fait lever un petit peu les yeux au ciel, d'autres gags que je n'ai pas compris parce que ça faisait référence à de l'actualité au moment où est sortie cette BD et donc je me rappelle plus, ou en tout cas je ne connais pas la référence. D'autres blagues qui tombe un petit peu à plat parce que moi je trouve pas ça drôle. Bref, il y a véritablement de tout, du bon, du moins bon, du très rigolo, du moins rigolo. Mais en tout cas, moi je pense que je l'ai sorti au bon moment et ça m'a fait plaisir de me plonger là-dedans plutôt que de scroller sur Instagram, vous l'aurez compris. Voilà, donc ça je l'ai lu mardi soir. Et alors mercredi soir, une fois que j'ai décidé de véritablement abandonner ce livre-là,
Je me suis mise devant ma palle. Je me suis dit, tiens, voilà, je n'ai envie de rien. Clairement, mercredi soir, j'avais envie de rien. J'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de thriller, j'avais pas envie de comédie, j'avais pas envie de trucs romantiques, j'avais véritablement envie de rien. Mais je me suis dit, allez, il faut quand même que je choisisse un livre, étant donné que j'ai lu potentiellement 5 pages dans la soirée. Je vous ai pas dit d'ailleurs où j'avais abandonné le livre. Je l'ai abandonné, je pense, ici au chapitre 12. Donc j'ai lu 56 pages sur 130 du coup. Donc je suis pas vraiment arrivée à la moitié. Mais je trouve que pour un roman qui m'a un peu saoulée et un peu dégoûtée de la lecture, je me suis quand même bien accrochée et je me suis dit, bon, après 56 pages, si ça ne le fait pas, ça sert à rien de continuer la torture. Même si j'ai fait un gros chemin jusque-là, je vais arrêter, voilà, je vais arrêter la torture. Et donc, ouais, comme je le disais, j'étais dans un mood un peu particulier. J'avais envie de rien. J'avais envie de rien et je me suis dit, voilà, quel livre peut donner envie de lire et peut redonner le goût de la lecture à une lectrice désespérée, comme dans mon cas. Et là, je me suis dit, il y a bien une autrice, c'est l'une de mes autrices préférées d'ailleurs, qui, bon, il y a de tout dans toutes les publications qu'elle a sorties, il y a du très bon, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du, personnellement je trouve parfois du très mauvais, même si le très mauvais est extrêmement rare, très très rare d'ailleurs. Je me suis dit, ouais, je pense que je vais partir sur cette autrice-là, parce que s'il y a bien une personne qui peut me redonner espoir, me redonner le petit goût à la lecture, c'est bien elle. Et j'ai donc décidé de sortir un Agatha Christie de ma palle. Alors, pas n'importe quelle Agatha Christie non plus, parce qu'elle a plusieurs personnages récurrents. Elle a également des one-shots avec des personnages qui n'ont rien à voir. Et là, je me suis dit, si je dois véritablement choisir un livre qui me redonne le goût à la lecture, je dois absolument prendre un Hercule Poirot. Parce que vous le savez, si vous regardez souvent mes vlogs, Hercule Poirot, déjà il est belge, je suis belge, donc du coup forcément je ne peux que l'aimer, mais c'est également l'un des enquêteurs donc fictifs que je préfère dans toute la littérature. Je trouve qu'il est incroyable ce personnage, j'adore lire les Poirots quoi. C'est vrai que depuis que je vous parle des Agatha Christie, depuis donc ce début d'année, je pense que je n'ai lu... Non, c'est pas vrai, parce que j'ai lu les 7 cadrans et là il n'y avait pas Hercule Poirot, mais sinon il me semble que tous les autres livres que j'ai lus depuis le début de l'année, c'était des Hercule Poirot. Et donc je me suis dit voilà, si je prends un Agatha Christie et qu'en plus c'est un Poirot, je pense que je ne pourrais pas me louper. Et j'ai décidé de sortir donc du coup Carte sur table parce que en me renseignant sur les Poirots que je n'avais pas encore lus, j'ai remarqué que c'était celui qui arrivait juste après ABC contre Poirot, qui est le Hercule Poirot et l'Agatha Christie que j'ai lu le mois dernier. Et donc je me suis dit, bah tiens, comme c'est l'aventure qui arrive juste après, bah autant enchaîner les aventures dans l'ordre. Et donc bah, comme le mois dernier j'ai lu ABC contre Poirot, j'ai sorti donc Carte sur table. Voilà un petit peu ma réflexion. Alors, donc quand je vous avais pris, je n'avais pas encore commencé le Agatha Christie, mais j'ai lu un petit peu mercredi soir. J'ai lu 2 chapitres et c'était un petit peu laborieux pour moi. J'avoue que j'ai eu du mal à me concentrer, mais mine de rien, quand même, et c'est là où on voit le talent de l'autrice, après 2 chapitres, j'en avais assez, j'ai fermé le livre et j'ai été dormir, mais je sentais poindre en moi, je sentais que ma petite flamme de lectrice, en fait, elle n'était pas du tout éteinte, qu'il y avait toujours de la braise active à l'intérieur de moi et qu'il me fallait juste un petit peu d'air, un petit peu de petits bois secs, de petits amadous pour faire rejaillir les grandes flammes de ma passion de lectrice. Voilà donc un petit peu pour, je pense, tout le blabla que je vous ai dit mercredi. Parce que du coup, je vous avais juste présenté le livre, je vous en avais pas plus parlé. Et de toute manière, je vous donne mon avis sur ce livre-là dans les prochains rushs, les rushs qui arrivent. Donc voilà, petit spoiler alerte. Sinon, ben voilà, je pense que c'est tout ce que je vous avais dit. C'est juste un peu dommage en fait que je n'arrive pas à exporter ce rush parce que je pense que j'étais beaucoup plus drôle déjà dans le premier rush que j'ai filmé, et je pense également que mon récit était beaucoup plus fluide, clair, concis
et agréable à suivre que celui-ci. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est les problèmes de la technologie. Oui, je vous disais aussi que j'allais revenir pour un petit book haul parce que j'avais prévu la semaine dernière de me faire une journée en solo à Metz vendredi, de profiter que mon mari ne soit pas à la maison pour me faire un petit city trip d'une journée en tête-à-tête avec moi-même. Et effectivement, je l'ai fait et restez bien jusqu'à la fin de ce vlog parce que il y a un petit book haul sympa qui arrive, donc voilà. Je vous laisse aller découvrir ça et je vous dis donc à plus tard avec la Noémie du passé pour reprendre un petit peu les rushs filmés normalement. Voilà, on est un petit peu comme dans Doctor Who, on retourne dans le passé, on revient dans le présent, enfin voilà, il y a un petit micmac temporel, mais là, je vous laisse en compagnie de la moi du passé et je vous dis donc à plus tard. Samedi et je viens vous faire un petit book haul parce qu'hier vendredi j'ai profité, j'ai fait le pont et j'ai pris congé et je suis partie à Metz pour me faire une petite virée shopping en solo et franchement cette journée m'a fait trop du bien. Moi j'aime bien de temps en temps me prendre des petits moments pour moi toute seule, sans mari, sans copine et de faire une petite virée shopping et c'était vraiment trop bien. Donc j'ai fait plusieurs petites boutiques, j'ai été manger au restaurant toute seule et je suis également passée en librairie. Donc je suis allée à la librairie Isler à Metz mais malheureusement celle-ci a brûlé il y a quelques mois et donc du coup ils ont seulement un petit bus en attendant qui est situé devant la cathédrale. Il n'y avait pas grand chose mais j'ai quand même pu trouver un livre qui m'a plu. J'ai également à Metz découvert une nouvelle librairie qui s'appelle la Cour des Grands. Alors je sais que je suis déjà passée des dizaines de fois devant mais allez savoir pourquoi je ne suis jamais rentrée à l'intérieur et cette fois-ci je l'ai fait et franchement j'ai découvert une magnifique petite librairie avec de la chouette décoration. En fait il y a plein de livres accrochés au plafond mais ça vous l'avez vu normalement dans les précédents rushs. Le monsieur qui était présent dans la librairie vendredi était également très sympathique. On a pu bien discuter ensemble, c'était un moment assez chouette. Et je suis également partie au Cultura pour fignoler mes derniers petits achats. Donc au Cultura de Terville et j'ai également découvert l'espace culturel du Leclerc à Terville également et franchement tout comme la librairie La Cour des Grands ce fut une agréable surprise. J'avais jamais poussé
la curiosité d'aller au centre, à l'espace culturel du I Leclerc. Et franchement, c'était une super belle découverte parce qu'il y avait une espèce de grande structure immense, une immense bibliothèque circulaire. Je vous ai mis également tout ça dans les précédents rushs, donc vous avez pu la voir. Et c'est hyper impressionnant, c'est super joli et il y a vraiment pas mal de choix. Et donc, avec ces passages dans 4 différentes librairies, j'ai craqué et le craquage ne fut pas mince, comme vous pouvez le voir. 9 livres ont rejoint ma palle et je vais vous les présenter tout de suite. À commencer par La femme de ménage se marie de Freda McFadden. Donc ça, c'est une petite nouvelle qui est sortie récemment. C'est une nouvelle qui peut se lire entre le 2e et le 3e tome, ou bien si vous avez déjà terminé la saga, vous pouvez la lire après le 3e tome. Mais en fait, de ce que j'ai appris, dans le 3e opus, Millie est mariée et Freda McFadden n'avait pas envie que ses lecteurs soient déçus de ne pas avoir participé au mariage de Millie et elle a donc écrit cette nouvelle pour combler les attentes de ses lecteurs. Donc c'est une toute petite nouvelle, elle fait à peine 100 pages. Voilà, 107 pages et en plus c'est écrit de manière très très aérée. Donc je pense que c'est un livre qui va se lire assez rapidement et je vais le sortir je pense aujourd'hui pour terminer le mois de mai sur une chouette lecture potentiellement. Donc voilà pour mon premier achat. Ensuite, j'ai acheté Krumavisur de Yann Manouk. Alors ça, c'est un livre qui ne rejoindra pas ma palle parce que si vous êtes attentif à mes vlogs et si vous me suivez depuis un certain temps déjà, vous savez que j'ai déjà lu Krumavisur de Yann Manouk. Donc c'était un des livres qui faisait partie de la sélection pour le prix policier pour le festival Étrange Grand dont je vous ai énormément parlé sur cette chaîne. Je faisais partie du jury et nous avions 5 livres à lire et Krumavisur faisait partie de la sélection. Et c'était un livre que j'avais bien aimé, j'avais eu quand même un avis très positif sur ce roman et donc du coup j'avais envie de le posséder en physique dans ma bibliothèque et donc voilà, je l'ai rapporté avec moi. Alors, je ne vais pas vous lire le résumé de ce livre-là, mais je vous mettrai dans le petit juste ici les différents vlogs dans lesquels je vous donne mon avis sur ce livre-là. Ensuite, j'ai acheté un livre de Nicolas Feutz, Les Bouches. Donc Nicolas Feutz, c'est un auteur que j'avais découvert au salon Iris Noir en 2022. J'avais lu donc Erexis, qui était un roman coup de cœur que j'avais véritablement adoré. J'ai continué également avec sa saga du procureur Jameson. Je vous en ai également déjà parlé sur cette chaîne. Et celui-ci, en fait, c'est un one-shot. C'est un livre qui ne fait pas partie de cette saga Jameson parce que j'avoue, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai le tome 3 et 4 dans ma palle. Mais j'avais envie de lire autre chose de Nicolas Feutz et donc ce livre-là est sorti à point nommé. Je pense qu'il est sorti récemment parce que je ne l'avais jamais vu en librairie. Et là, je l'ai trouvé à la librairie Isler et je n'ai pas hésité une seconde à l'acheter. Au niveau du résumé, nous sommes donc à Bonifacio, les Bouches de Bonifacio, Corse du Sud. Détroit maritime international séparant l'île de Beauté de la Sardaigne. Septembre 1943. Hitler projette de faire remonter ses troupes en direction de Bastia après la capitulation de l'Italie. Pour contrecarrer les plans du Führer, un petit groupe de résistants œuvre dans l'ombre de l'opération Vésuve, lancée par De Gaulle et visant à la libération de l'île. Juillet 2015, un cadavre est retrouvé flottant au pied des falaises de calcaire blanc. À la place de ses yeux, les gendarmes découvrent d'étranges débris de coquillages. Bientôt, d'autres morts similaires surviennent, contraignant l'adjudant-chef Éric Bossan, fraîchement revenu sur les lieux de son enfance, à affronter les fantômes du passé. Voilà, un livre à double temporalité qui me donnait envie. Voilà, le résumé me donnait envie. Moi, personnellement, j'aime bien les livres de Nicolas Feutz. En tout cas, comme je l'ai dit, Erexis avait été un énorme coup de cœur. À chaque fois, il nous écrit des romans courts. Dans le cas de Erexis, j'ai trouvé que c'était tout ce qu'il fallait. C'est vrai que les livres de la saga Jameson, je prends toujours beaucoup de plaisir à les lire et à m'y plonger. Mais aussi bien dans le premier tome que dans le second tome, j'avais un sentiment un petit peu d'inachevé, un petit peu de rapidité. Je trouvais qu'il allait droit au but, mais un peu trop rapidement à mon goût. Là, j'espère retrouver en tout cas le plaisir que j'ai eu avec Erexis, avec un roman straight to the point, mais qui est bien fignolé et qui ne va pas, qui ne survole pas les différentes
choses comme le développement des personnages, le développement de l'intrigue, le suspense, etc. Donc, nouveau petit livre qui rejoint ma palle. Ensuite, je me suis laissée tenter par un Stefan Zweig, Amok. Alors ça fait des années que Amok est dans ma wishlist. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Petite Lectrice, elle l'avait lu il y a quelques années et elle m'avait totalement séduite par le résumé et par son avis. Et donc là, j'ai enfin trouvé le livre et j'ai décidé de l'acheter en plus dans une magnifique édition rose comme ça. Je la trouve vraiment trop belle, cette édition. Et donc, de quoi parle Amok de Stefan Zweig? Sur le pont du transatlantique qui doit le ramener de Calcutta en Europe, le narrateur est brusquement arraché à sa rêverie par la présence quasi fantomatique d'un autre passager qui se décide, lors d'une seconde rencontre, à lui confier le secret qui le torture. Amok est l'enfer de la passion au fond duquel se tord brûlé, mais éclairé par les flammes de l'abîme, l'être essentiel, la vie cachée. Romain Roland. Voilà, qui a écrit la préface du coup. Voilà, trop hâte de ce que je me souviens de la vie de Petite Lectrice. C'est une histoire d'amour. Donc j'ai hâte de m'y plonger. C'est également un tout petit roman. Donc voilà, ça va pas mettre des plombes à être lu. Et je pense que je vais potentiellement peut-être, je dis ça tout le temps et au final je ne le fais jamais, mais peut-être sortira-t-il assez rapidement de ma palle. On verra, stay tuned comme j'aime à le dire. Ensuite, je me suis laissée séduite par une nouvelle saga de Cozy Mystery, donc celle de H.Y. Anna, donc les thés meurtriers d'Oxford. J'en entends énormément parler sur Instagram et sur YouTube. Et c'est vrai que je suis pour l'instant quand même plongée dans pas mal de sagas de Cozy Mystery. J'ai en cours toujours les MC Beaton, que ce soit les Hamish Macbeth, Agatha Raisin ou Lady Rose. J'ai toujours les enquêtes de Magritte et Georgette qui est en cours également. Enfin voilà, j'ai plein de sagas qui sont en cours de Cozy Mystery. Et je m'étais dit que bon, voilà, ça servait à rien d'en commencer 50 000. Mais mine de rien, cette saga me faisait de l'œil. Déjà, je trouve que les couvertures sont vraiment sublimes. Et apparemment, c'est vraiment une excellente saga. Et à force de croiser son chemin en librairie, ben voilà, j'ai craqué. J'ai envie, dans les prochains jours, de me plonger dans un Cozy Mystery. Et ceux que j'ai dans ma palle ne me donnaient pas trop envie, à part peut-être les Magritte et Georgette. Mais sinon, que ce soit au service de Sa Majesté, donc avec... non, pas au service de Sa Majesté. Si, j'ai au service de Sa Majesté, je pense, dans ma palle. Mais je pensais plutôt au service secret de Marie-Antoinette, que ce soit les MC Beaton... Ou qu'est-ce que j'ai encore d'autre dans ma palle? Attendez, je regarde vite fait. Oui, j'ai les Anna Svensson aussi dans ma palle. Mais je sais pas. J'avais pas envie de me plonger dans une saga. Ça m'attirait pas. Voilà, et donc quand j'ai croisé ce livre-là en librairie, je me suis dit pourquoi pas commencer encore une autre saga, à voir, au moins ça me laissera la possibilité selon mes humeurs et mes envies de continuer l'une ou l'autre. Et donc voilà, bref, j'ai pris le premier tome du coup des thés meurtriers d'Oxford. Je vais vous lire tout de suite le résumé pour également peut-être potentiellement vous mettre l'eau à la bouche. Pour réaliser son rêve d'ouvrir un salon de thé dans un petit village des Cotswolds, Gemma décide de quitter son job bien payé mais trop monotone. Toutes ses économies passent dans sa nouvelle affaire et, sacrifice suprême, elle doit même retourner vivre chez ses parents. Mais c'est pour la bonne cause. La preuve, ses affaires démarrent très bien. Jusqu'au jour où elle découvre le corps d'un touriste dans son salon de thé. L'homme a été assassiné, étouffé avec l'un des succulents scones de Gemma. De là à penser que ses pâtisseries sont mortelles, il n'y a qu'un pas. Son salon risque bel et bien de faire faillite. Gemma n'a pas le choix et doit mettre la main à la pâte. Aux côtés du charmant inspecteur Devlin et d'une brochette de vieilles commères du village, elle se lance tête baissée sur les traces du coupable. Mais parviendra-t-elle à résoudre ce mystère avant que les choses ne tournent encore plus au vinaigre ? Voilà, dans le résumé, il y a tout ce que j'aime. On est dans les Cotswolds, on est dans un milieu cosy, salon de thé, etc. Il y a des vieilles commères et moi j'adore les commères du village. Franchement, je trouve que dans les Cozy Mystery, les personnages des petits vieux, et surtout si c'est des petits vieux ou des petites vieilles qui sont totalement commères ou qui fouinent un petit peu partout, moi j'adore. Dans les détectives du Yorkshire, il y a les petits vieux de la maison de retraite et j'adorais ces petits vieux, franchement, c'était gros coup de cœur sur eux.
Donc, bah écoutez, il y a tout, en tout cas dans le résumé, qui me plaît. Donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga. Au niveau du résumé, ça me fait quand même fortement penser au premier tome de Anna Svensson, qui est Meurtre... attendez, je vais vous le sortir. Meurtre et pépites de chocolat. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais rangé. C'est tout serré. Voilà, celui-là. Donc, les enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck. Ah, bah comme Quick et Fluck, mais sans P cette fois-ci, c'est beaucoup plus facile à prononcer. Donc, de Johan Fluck. J'avais commencé cette saga, j'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé, mais c'est vrai que j'ai le deuxième tome dans ma palle depuis des mois et des mois, des années même, et au final je ne l'ai jamais sorti. Mais en tout cas, le résumé de celui-ci, ça me fait fortement penser à ce premier tome, où il y a également Anna qui a un retour dans son village natal, qui a ouvert sa boutique le Cookie Jar, et puis quelqu'un se retrouve mort. Voilà, quelqu'un est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Donc je trouve ça un peu vite fait un petit peu la même histoire. À voir si ça se départage, je pense que oui, vu que les deux sagas ont du succès chacune de leur côté, donc je pense qu'il n'y a pas trop de rapprochement à faire non plus, même si ce sont tous les deux des cozy mystery. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir celui-là. En plus, il y a un petit chat et j'avais vu que l'autrice était fan de chat, donc voilà, trop bien. Ensuite, bah, en parlant de chat, le lien est tout fait. Oh, voilà, donc j'ai pris Au revoir les chats de Hiro Arikawa. Alors pareil, si vous êtes là depuis le tout début, alors c'est pas ma vidéo présentation, mais c'est ma vidéo avant YouTube, 5 livres que j'ai adorés. Je vous la mettrai dans le petit juste ici, si ça vous intéresse d'aller la voir. Vous savez que l'un de mes coups de cœur ultimes, l'un de mes livres favorite all time, c'est Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Et en fait, celui-là, Au revoir les chats, eh bien, on retrouve les personnages, enfin le personnage principal des Mémoires d'un chat, c'est-à-dire Nana, qui est le chat que Satoru a adopté, qui a un humour truculent, un humour grinçant, un humour noir, un humour que j'adore. C'est un personnage que j'ai adoré, qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer. Et on le retrouve du coup ici dans ce livre-là, en compagnie de Hachi, qui est un chat, si je me rappelle, que Satoru avait dû abandonner dans son enfance. Enfin, je me souviens plus exactement du contexte, mais je sais très bien que Hachi et Nana sont deux chats de la vie de Satoru, qu'on retrouve également ici. Je pense que c'est des nouvelles. Cette nouvelle, il me semble, mais bon, je vais vous lire le résumé pour vous en dire plus. En tout cas, enfin, pour vous en... Que ce soit beaucoup plus... Voilà, c'est mieux. Alors, Hachi et Nana, les deux félins inoubliables des Mémoires d'un chat, sont de retour. Dans ce nouveau recueil, le lecteur apprendra que Nana et son maître Satoru ont rendu visite à une dernière personne avant leurs bouleversants adieux. Quant à Hachi, dont Satoru avait été séparé enfant à la suite d'un tragique accident, il a été recueilli par une chaleureuse famille de 4 enfants. Mais Satoru et lui finiront-ils un jour par se retrouver? Au fil de 7 contes drôlatiques et touchants, Hiro Arikawa nous embarque dans un périple pittoresque et émouvant à travers le Japon. Oscillant entre la tendresse et l'humour, les joies et les peines, ces histoires ont la douceur et la magie des films du studio Ghibli. Ghibli, pardon, comment on le prononce en japonais, des studios Ghibli. Ah, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de lire ce livre, j'ai hâte de retrouver Nana, j'ai hâte de retrouver la plume de Hiro Arikawa. J'espère que ce sera aussi touchant et émouvant que Les Mémoires d'un chat, parce que c'est véritablement un coup de cœur ce livre. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, je le répète encore une fois, mais lisez ce livre, lisez Les Mémoires d'un chat, c'est une beauté, c'est un roman inoubliable, magnifique. Hyper drôle, hyper émouvant, enfin il y a vraiment tout dans ce livre-là, et j'espère vraiment retrouver les mêmes émotions avec ce livre-ci. Mais en tout cas, je sais déjà d'avance que je vais passer un excellent moment, vu qu'il y a Nana, et Nana, cœur sur lui, franchement, quel chat, j'adore. Bon, j'adore pas au point
pas plus que Yumi, c'est ce que je veux dire. J'adore ce chat, mais ça reste quand même le chat que je préfère numéro 2 sur Terre, parce que le numéro 1, c'est quand même mon petit Yumi d'amour à moi, tout plein, tout doux, tout rond et tout mignon, même si il veut jamais se montrer en vidéo, alors que ça apporte des likes, bordel de merde. Bref, hystérie mise à part, livre suivant, un Lisa Jewell. Donc ça, pareil, je vous en ai parlé dans... Attendez, j'enlève, hop, le petit bandeau. Je vous en ai parlé dans l'un de mes derniers vlogs, je vous le mettrai également dans le petit juste ici si ça vous intéresse. J'ai lu Tout est secret. Oui, c'est ça. Tout est secret, donc de Lisa Jewell, et ça avait été une très très belle surprise pour moi. J'avais bien aimé ce livre, je n'avais pas beaucoup d'attentes, enfin je n'avais pas des attentes élevées quant à ce livre-là, et finalement j'ai été agréablement surprise, et j'avais envie en fait de découvrir d'autres livres de Lisa Jewell pour voir s'ils se valent tous, pour voir si elle se renouvelle, enfin voilà, pour voir un petit peu de manière plus approfondie son univers. Et donc j'ai trouvé ce livre-là en librairie, il y en avait plusieurs. J'ai lu tous les résumés et c'est celui-ci qui m'a le plus convaincue. Donc, Kate vit à Londres avec son mari et leurs 2 enfants. Ces derniers temps, Rohan rentre de plus en plus tard et ses petites attentions se raréfient. Il y a des signes qui ne trompent pas. Persuadée que son mari a une liaison, Kate se met à l'épier de façon maladive. Mais cette mère de famille va bientôt avoir d'autres sources d'inquiétude. Sa fille, Georgia, affirme avoir été suivie à son retour du lycée. Et l'une de ses camarades prétend avoir été agressée à 2 pas de là avant de retirer sa plainte. Kate a sa petite idée sur le coupable, son voisin d'en face, Owen Peake, un vieux garçon qui la met mal à l'aise. Le soir de la Saint-Valentin, une jeune femme disparaît dans le quartier. Et la dernière personne à l'avoir vue vivante, c'est lui. Franchement, ce résumé, il me vendait trop du rêve. Donc c'est le livre Je serai ton ombre de Lisa Jewell qui rejoint du coup ma palle. Et j'ai hâte de voir si je prends autant de plaisir à le lire que le livre donc Tout est secret que j'avais lu il y a quelques temps. Et enfin, les 2 derniers livres que j'ai pris, je vais vous les présenter d'un coup parce que c'est des livres qui font partie d'une même saga. Et c'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors pareil, j'ai lu le tome 5 donc pendant mes vacances. Et j'ai envie en fait d'enchaîner la saga rapidement. Donc il me manque... Enfin, je dois encore lire le tome 6, le tome d'Electra qui est dans ma palle. Et là, j'ai donc acheté le tome 7, celui de la sœur disparue, et le tome 8 sur Atlas, donc l'histoire de Passolt, le papa qui a adopté les 7 sœurs, qui font toute la saga. Et donc voilà, j'ai pris l'avant-dernier et le dernier tome. Alors, là, je pense pas que je vais vous lire le résumé parce que comme ce sont des tomes d'une saga, donc comme je l'ai dit, le tome 7 et le tome 8, j'ai un peu peur que les résumés soient spoilants, même si je pense que non, vu que chaque tome est dédié à une sœur. Mais en tout cas, le tome dédié à Passolt, moi personnellement, j'ai pas trop envie de lire la 4e de couverture parce que j'ai vraiment envie de me laisser le suspense entier. Et j'avoue également pour la sœur disparue qui est la 7e sœur, c'est celle qui m'intrigue le plus vu que c'est celle qu'on ne connaît pas, vu que Passolt n'a adopté que 6 sœurs sur les 7. Et donc il y a tout un mystère qui entoure cette 7e sœur et pareil, j'ai pas trop envie de lire le résumé pour pas trop me spoiler. Donc voilà, égoïstement, je ne vous partage pas les résumés de ces 2 livres-là, mais bon... si vous avez envie, mettez cette vidéo en pause et allez lire vous les résumés sur internet. Mais voilà du coup pour mes 2 derniers petits achats, donc l'avant-dernier tome et le dernier tome de la saga des 7 sœurs, que là je pense vraiment ils ne vont pas tarder à sortir de ma palle parce que j'ai envie de les enchaîner. Et on m'a déjà conseillé de nombreuses fois, à de nombreuses reprises, de ne pas trop tarder à lire les tomes et surtout pour pouvoir lire le dernier qui donne en fait toutes les clés de tous les mystères qui sont présents dans la saga depuis le tout début. Et donc j'ai envie d'avoir encore les histoires fraîches en tête pour lire celui-ci et véritablement être bluffée et pas devoir me rappeler attends qu'est-ce qui s'est passé, je me souviens plus, etc. Donc voilà, 2 livres qui ne vont pas tarder à sortir de ma palle également. Donc voilà, écoutez, un beau bilan de 9 livres pour ce petit book haul.
Mais franchement, ça m'a fait trop plaisir de faire cette journée en solo. Je trouve que c'est important, en fait, parfois de s'accorder des petits moments à soi seul. Et moi, je sais que ça me fait toujours du bien d'être seule et de m'accorder, que ce soit une soirée ou une journée pour moi. Et là, j'ai pu véritablement flâner en boutique, au restaurant et également en librairie. Et ça m'a fait plaisir également de faire plusieurs librairies. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai fait 4. Et à chaque fois, dans chaque librairie, j'ai pris un livre ou deux. Et franchement, c'était vraiment trop bien. J'ai passé une excellente journée et voilà. Sinon, concernant ma lecture en cours, je vous en parlerai dans un précédent rush parce que je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à plus tard. Hello, on est lundi et je viens conclure cette semaine de vlog. Alors je ne vous avais pas repris depuis mercredi, en tout cas en ce qui concerne mes avis lecture. Et comme je vous l'avais annoncé, j'avais sorti de ma palle Carte sur table de Agatha Christie. Et je peux vous dire que ce fut une excellente idée de sortir ce livre-là de ma palle parce que ça m'a redonné le goût de la lecture. Franchement, au début, c'était pas gagné parce que mercredi soir, j'ai lu 2 chapitres et j'en avais un petit peu marre. Mais quand j'ai repris la lecture vendredi, parce que jeudi, je n'ai pas lu une seule ligne, mais quand j'ai repris ce bouquin vendredi, donc après ma virée shopping, j'étais totalement dedans. Franchement, j'ai lu une bonne partie du roman vendredi et je l'ai terminé samedi. Et oh mon Dieu que c'était bien cette enquête d'Hercule Poirot. Donc on va suivre mon détective préféré, hein, donc le plus moustachu des Belges, qui est invité par Monsieur Chaitana pour un dîner un petit peu spécial parce que Monsieur Chaitana a un orgueil assez prononcé, un gros ego et il collectionne pas mal de choses et il se vante de connaître des personnes qui ont commis des crimes, mais ces personnes n'ont jamais été arrêtées, ces crimes n'ont jamais été dévoilés, ou en tout cas ils sont véritablement passés à travers les mailles du filet de la justice. Et donc il se vante auprès de Poirot de faire une soirée où il va convier 8 personnes, 4 meurtriers qui n'ont pas été démasqués et 4 personnes entre guillemets des forces de l'ordre ou qui représentent une certaine autorité enquêtrice, policière, etc. Parce que parmi les convives qui sont du bon côté de la loi, on va retrouver donc Hercule Poirot lui-même, on va retrouver une autrice, Mrs. Oliver, qui est un petit peu l'alter ego d'Agatha Christie dans ce roman-là, donc qui est une autrice de romans policiers. On va retrouver également le surintendant Battle que moi j'avais déjà rencontré dans les 7 cadrans. C'est un personnage qui réapparaît ici dans Carte sur table. Et également un 4e personnage, mais je me rappelle plus de son nom. C'est un agent secret. Voilà. Qui fait... Ouais, un agent secret quoi. Et le surintendant Battle, lui, fait partie de Scotland Yard. Donc voilà, qui réunit donc 4 figures de fin limier, des inspecteurs de police, un détective privé, la personne d'Hercule Poirot et une romancière. Et face à eux, il y aura 4 personnes, dont Monsieur Chaitana pensent qu'ils sont tous les 4 des meurtriers. Et pendant cette soirée, ils vont ils vont dîner et puis la soirée se poursuit par des parties de bridge. Donc il va avoir les 4 personnes soupçonnées sur une table et les 4 fins limiers sur une autre table. Et pendant cette soirée, eh bien, Monsieur Chaitana va être assassiné. Et bien évidemment, les 4 coupables sont les 4 personnes, les 4 potentiels tueurs qui ont réussi à passer à travers les mailles de la justice.
Donc voilà un petit peu le pitch. Et alors tout le déroulé du roman, ça va être un roman un petit peu à la Esprit criminel. On ne va pas être ici dans une enquête classique à la Poirot où il va enquêter, essayer de trouver des indices, interroger les gens, etc. Non, ça va être une enquête qui sera beaucoup plus psychologique, qui va être plutôt centrée sur du profiling, où comme on ne sait pas en fait lequel des quatre a pu faire le coup, les quatre personnages du bon côté de la justice vont en fait se renseigner sur le passé des différents suspects pour essayer de trouver un crime similaire dans leur passé, ou en tout cas un crime qui va pouvoir leur mettre la puce à l'oreille quant à un modus operandi, ou en tout cas essayer de trouver des similitudes entre les crimes du passé et le crime de Monsieur Chaitana pour pouvoir identifier ainsi le coupable. Donc on est un petit peu ici dans une enquête d'esprit criminel avant l'heure. On va suivre donc une enquête de profiling, une enquête très psychologique, une enquête qui va vraiment se baser sur le passé des suspects, et franchement j'ai trouvé ça hyper original. Je me doutais pas en fait avant d'ouvrir ce livre que ça allait être une enquête aussi différente, aussi inédite, et franchement j'ai pris énormément de plaisir à la lire. J'ai été vraiment surprise. Malgré ce nouveau schéma, Agatha Christie, elle arrive encore une fois à nous surprendre. Bien évidemment, tout nous mène sur la piste d'un coupable, et puis bien évidemment à la dernière minute, non, Hercule Poirot a découvert la véritable identité du coupable. Et même si le final, je trouve, n'est pas aussi waouh, n'est pas aussi resplendissant, n'est pas aussi comment je peux dire, je trouve pas le mot, mais n'est pas aussi incroyable que dans d'autres romans que j'ai pu lire d'Agatha Christie, eh bien je le trouve quand même très bien fait. Je trouve ça vraiment intéressant, cette manière de faire, et franchement c'était une excellente lecture. Honnêtement, si vous aimez Agatha Christie et que vous avez un petit peu envie de sortir des cadres de ces enquêtes habituelles, Carte sur table, franchement, allez-y, foncez-y. Cela dit, petit quand même trigger warning, ou en tout cas un gros point d'exclamation et d'attention avant de commencer ce roman. Ce qui est extrêmement drôle, c'est que Agatha Christie fait ici référence à plusieurs autres enquêtes. En fait, Carte sur table, ça suit ABC contre Poirot, donc je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'avais choisi de sortir ce livre-là de ma palle, parce que j'avais lu le mois dernier ABC contre Poirot, et ici on est juste dans le livre qui a été publié après ABC et qui se passe également après ABC. Donc ici on a un des personnages qui dit à Hercule Poirot « Ah, vous êtes le fameux Hercule Poirot de l'enquête ABC ». Donc déjà, ça c'est déjà hyper drôle. On retrouve donc le surintendant Battle des 7 cadrans. On va également avoir un autre clin d'œil à Agatha Christie, parce que Mrs. Oliver, qui est donc son alter ego dans ce roman, aurait écrit Un cadavre dans la bibliothèque, et Un cadavre dans la bibliothèque, c'est un des titres d'un roman d'Agatha Christie. Donc voilà, il y a plein de petits clins d'œil à différents romans, mais par contre, il y a un très gros clin d'œil au crime de l'Orient Express, et ce gros clin d'œil, c'est clairement un spoil. Elle explique en fait le dénouement du crime de l'Orient Express, elle explique qui est le coupable, et donc si vous n'avez pas lu le crime de l'Orient Express, surtout ne lisez pas ce livre-là avant. Lisez d'abord le crime de l'Orient Express, qui est un excellent livre également, et puis ensuite plongez-vous dans Carte sur table, parce que ce serait véritablement dommage de vous faire spoiler le dénouement du crime de l'Orient Express. Donc voilà, faites les choses dans l'ordre. Voilà. Ah oui, aussi un autre truc que j'ai remarqué, parce que l'histoire me disait vaguement quelque chose. Voilà, le résumé, le pitch, etc. Et j'ai été vérifier sur Wikipédia, et en fait, le pitch de ce roman-là est pitché dans ABC contre Poirot. En fait, à un moment, Poirot dit à Hastings, imaginez-vous une table de bridge, 4 personnes, une 5e personne dans la pièce, et puis on découvre que cette 5e personne a été assassinée, et forcément, c'est l'un d'eux, mais comme ils étaient trop absorbés par le jeu, on ne sait pas dire qui est le meurtrier. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Je vous mettrai peut-être la citation juste ici. Ou alors, est-ce que je vous la lis ?
Ouais, allez, je vais vous la lire, ce sera un petit peu plus clair du coup. Mais, enfin bref, avant de faire pause et d'aller chercher ABC contre Poirot, j'ai trouvé ça hyper drôle en fait, ce nouveau clin d'œil. Donc en fait, d'avoir comme ça dans ce roman plein de clins d'œil à différents romans d'Agatha Christie et que ce pitch, enfin que ce roman-là, en fait, se déploie autour d'un mini pitch que Hercule Poirot a lancé dans le livre qui arrive juste avant, donc dans ABC contre Poirot. Voilà. Au niveau des clins d'œil et des trigger warnings, je pense que c'est bon. Donc je vais chercher ABC contre Poirot et je vais vous lire tout de suite le petit pitch qu'on dit dans ce livre-là. Voilà. Alors, il faut que je trouve la page maintenant. Voilà, j'ai trouvé. Alors, donc moi, dans mon édition du facsimilé Prestige des éditions du Masque, c'est au tout début du livre, c'est à la page 21. Donc Poirot ferma les yeux, blablabla, et donc là, il dit à Hastings, « Supposez 4 types à la table de bridge et un 5e au coin du feu. À la fin de la soirée, l'homme assis près de la cheminée est trouvé mort. Un des 4 autres, pendant qu'il faisait la 4e main, s'est levé et l'a tué. Les 3 autres, absorbés par le jeu, n'ont rien vu. Ah, voilà un joli crime. Lequel des 4 joueurs est le meurtrier ?» Hastings répond « Ma foi, je ne vois là rien d'extraordinaire. » Poirot me lança un regard chargé de reproches. « Parce qu'il n'y a ni dague curieusement ciselée, ni chantage, ni émeraude volée à une idole dans un temple, ni poison oriental ne laissant aucune trace. Hastings, vous avez le goût du mélodrame. Un drame ne vous suffit pas, vous en exigez toute une série. » Après, est-ce que ça... Ouais, ça continue avec donc Hastings qui répond « J'admets que souvent un second crime dans un roman réveille l'intérêt. Si le meurtre a été commis au premier chapitre et que l'enquête se poursuit jusqu'à l'avant-dernière page, l'histoire devient un brin fastidieuse. » Et c'est plus ou moins ce qui se passe donc du coup dans Carte sur table. Alors le crime ne survient pas dans le premier chapitre, mais il me semble dans le 2e. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier ça tout de suite. Dans le 3e. Dans le 3e chapitre, et ben on a le dénouement dans l'avant-dernier / le dernier chapitre. Donc je trouve ça hyper drôle en fait d'avoir ce petit clin d'œil. Et du coup, je suis hyper contente d'avoir enchaîné ces 2 livres-là parce que j'avais encore l'enquête de celui-là bien en tête. Et donc, ben, ça m'a mis tout de suite la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Et en fouillant Internet, ben, on trouve toujours les réponses. Et donc, voilà, j'ai eu ma petite réponse. Et donc, voilà pour mon avis final sur Carte sur table. Donc, vraiment excellent Agatha Christie qui change véritablement de tout ce qu'elle a l'habitude de faire. Ou en tout cas, à mon niveau, parce que je n'ai pas lu tous les Agatha Christie. Je pense que j'en ai lu, je ne saurais même pas dire, mais peut-être un bon tiers. Je dirais entre 25 et 30 livres sur une 90aine de livres, je pense qu'elle a écrit. Mais en tout cas, voilà, à mon niveau de connaissance d'Agatha Christie, je trouve que ça change véritablement de ce qu'elle a l'habitude d'écrire. Et puis, par contre, attention, donc voilà, c'est un livre que je vous conseille, mais attention, si vous n'avez pas lu Le Crime de l'Orient Express, lisez-le avant. Voilà, donc ça, ce livre-là, je l'ai terminé samedi, courant de la journée. Puis j'ai un petit peu vaqué à mes occupations, j'ai un peu fait le ménage, les lessives, etc. Enfin bref, la vie d'adulte hyper palpitante. Et puis ensuite, je me suis sorti un petit livre de ma palle pour terminer le mois de mai, parce que samedi c'était le 31 mai, et donc j'avais envie, voilà, de clôturer le mois en beauté avec une petite lecture. Et je n'ai pas été chercher bien loin. J'ai été chercher dans ma pile de livres fraîchement achetés vendredi. Et j'ai sorti la petite nouvelle de Freida McFadden, La femme de ménage se marie. Donc ici, donc je vous l'ai dit dans mon book haul, on est entre le tome 2 et le tome 3 et Freida McFadden a écrit cette mini-nouvelle comme pouvant être lue entre ces 2 tomes ou après le tome 3. Et comme elle le dit dans ses remerciements... Attendez... ou alors c'est avant, je sais plus. Oui, dans les notes de l'auteur, elle dit « J'ai écrit La femme de ménage se marie comme une nouvelle destinée à combler la longue ellipse entre le tome 2 de la série et le tome 3. Je craignais que les lecteurs ne soient déçus de ne pas voir Millie et Enzo se marier. Alors voilà, cette nouvelle peut être lue soit entre le tome 2 et 3, soit après le tome 3. Enfin bref, voilà. Donc comme elle l'explique si bien elle-même, petite nouvelle pour combler les attentes du lecteur et
Voilà, c'est pas très long, ça fait une centaine de pages, 107 pages, et en plus c'est écrit comme pour les livres pour enfants, quoi. Donc c'est hyper aéré à l'intérieur. Ça se lit vite, et honnêtement, ma foi, tant mieux parce que ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Honnêtement, ça se lit bien, ça fait le taf, mais ça sent un petit peu le réchauffer. Comme je l'ai commenté à plusieurs personnes sur Instagram quand on m'a demandé mon avis, pour moi ça m'a fait l'effet en fait d'un plat qu'on a cuisiné il y a pas mal de temps, qu'on a foutu au congélateur, qu'on a un petit peu oublié au fin fond du congélateur et qu'on ressort un soir de grande flemme où on n'a pas envie de commander quelque chose, où on n'a pas envie de cuisiner quelque chose, mais qu'on a quand même faim. Et donc on ressort ce repas congelé pour dire deux. Et du coup, ben, c'est pas excellent, c'est pas bien épicé, ça a un petit peu perdu de goût, mais ça fait quand même le taf parce que ça nourrit son homme. Voilà un petit peu euh, mon avis un petit peu caricatural sur ce roman. Ça sent un peu le réchauffé, c'est pas oufissime, il y a pas mal d'invraisemblances, ça perd un petit peu de sa saveur, on sent que c'est un livre qui a été écrit pour dire deux. Mais d'un autre côté, ça fait quand même le taf, honnêtement, je l'ai lu en moins d'une heure, c'est agréable, on retrouve la plume agréable de Freda McFadden, on retrouve les personnages, c'est marrant de voir le mariage de Millie et Enzo, mais honnêtement, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard, quoi. C'est pas oufissime, c'est pas la meilleure lecture du siècle, mais si on aime la femme de ménage, qu'on a envie de retrouver les personnages, voilà, pourquoi pas. Après, cela dit, ça coûte quand même 4,90 €. Si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas comme moi, ne l'achetez pas, demandez à un pigeon comme moi de vous le prêter, parce que voilà, c'est pas oufissime quoi, voilà, ça, comme je dis, ça nourrit son homme, mais c'est pas un roman fifou, 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 et si vous pouvez vous le procurer pour gratuitement, franchement, allez-y, foncez, parce que voilà, ça vaut pas les 5 €, hein, c'est un petit peu, voilà. Mais bon, cela dit, c'est un livre qui rejoint ma bibliothèque, qui rejoint ma collection, et ça fera bien dans ma collection de la femme de ménage une fois que j'aurai acquis le tome 3. Sinon, donc c'est avec cette petite nouvelle que j'ai terminé le mois de mai, mais qui disait fin du mois de mai ne dit pas nécessairement fin du week-end, parce que dimanche c'était le 1er juin, et pour terminer la semaine, j'ai sorti un autre livre de ma palle, et j'ai choisi de retourner en enfance parce que j'ai sorti le 5e et dernier tome des Enfants de la lampe magique de P. Becker. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans des précédents vlogs. En fait, Les Enfants de la lampe magique, c'était une de mes sagas préférées quand j'étais adolescente. Et je pensais qu'il n'y avait que 3 tomes, que c'était une trilogie. Et c'est bien des années plus tard que j'ai découvert qu'en fait, la saga était constituée de 5 livres. Et donc, j'ai chiné les 4e et 5e tomes en seconde main sur différents sites, sur Vinted et sur le site de la Fnac. J'avais lu le tome 4 fin décembre. Oui, c'était mon dernier livre de l'année 2024, donc j'ai terminé l'année dernière avec le tome 4 de cette saga, et j'avais pas trop envie de traîner avant de sortir l'ultime tome des Enfants de la lampe magique de ma palle. Et là, comme je vous l'ai dit, je suis un peu dans un mood... Voilà, je sais pas trop ce que j'ai envie de lire, j'ai pas forcément envie de me lancer dans des pavés, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de romans complexes, denses, touffus, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit que du coup qu'un petit livre pour enfants, ça pouvait totalement faire le taf et me faire passer un bon moment. Et je me suis dit, allez, ça me fait un petit peu mal au cœur de sortir ce dernier tome de ma palle, mais en même temps je me dis voilà, il faut un moment, voilà, il faut arracher le pansement, toutes bonnes choses ont une fin, il faut un moment donné que je termine cette saga. Et donc ben voilà, j'ai sorti ce livre là qui s'intitule donc L'œil de la forêt, et donc on suit à nouveau donc nos 2 protagonistes, John et Philippa, qui sont de faux jumeaux, qui cette fois-ci vont partir en Amazonie sur les traces d'un djinn inca. Donc un djinn, c'est l'équivalent d'un génie, hein, comme celui de la lampe de Aladdin. Et en fait, John, en farfouillant dans un château d'un autre djinn, va réveiller l'esprit d'un seigneur inca.
l'esprit vengeur de Manco Capac, qui a donc fondé la dynastie Inca, qui était un puissant djinn et qui veut en fait provoquer la fin du monde. Et donc en réveillant cet esprit, John a fait une petite catastrophe et donc il va devoir aller réparer ses erreurs et donc accompagné de sa sœur jumelle, d'une autre djinn adolescente et d'adultes dont son oncle Nemrod, le serviteur de son oncle, et un autre djinn qui est ami de son oncle. Ils vont donc partir au Brésil, non, au Pérou, pardon, en Amazonie, pour essayer de trouver une ancienne cité perdue pour, je suppose, régler tous les problèmes et sauver le monde de la destruction. Voilà un petit peu pour le résumé. Alors, je l'ai commencé samedi soir. Oui, je pense que j'ai lu le premier chapitre, enfin le prologue, je l'ai lu samedi soir, mais sinon je l'ai véritablement entamé dimanche. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pas lu grand chose. J'ai lu un quart du livre. Je suis à la page 114 sur presque 400 pages. Oui, 399, donc un tout petit peu plus d'un quart du livre. Et franchement, j'aime bien. Hein. Franchement, c'est un petit peu ma petite Madeleine de Proust. Je replonge avec grand plaisir. J'ai la petite Noémie adolescente en moi qui frétille d'impatience de continuer ce livre, qui est hyper excitée, qui est hyper contente. Et la petite Noémie, adulte de l'extérieur, elle est la même. Hein. Elle est exactement la même. Je suis vraiment contente de replonger dans cette lecture. Alors bien évidemment, c'est pas... c'est ce que je recherchais en fait, c'est pas un roman complexe, c'est pas un roman dense, c'est un roman qui est fait pour les adolescents, donc au niveau de l'écriture, des enchaînements, des péripéties, c'est assez facile, tout est toujours bien, qui finit bien, même s'il y a un drame, on sait très bien qu'il va pas avoir de conséquences hyper désastreuses et hyper sanglantes. Mais bon, pour moi, c'est la lecture dont j'avais besoin en ce moment. J'avais besoin de quelque chose de léger, et de tout doux, de tout mignon. Et donc voilà, c'est avec grand plaisir que je me replonge pour la dernière fois, cette fois-ci, dans la saga donc Les Enfants de la Lampe Magique. Et voilà, c'est sur cet avis lecture un petit peu teinté de nostalgie que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et en attendant le prochain vlog, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao! C'est sur c'est reparti pour les bloopers. Oh là là. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à me laisser un petit pouce... Putain, articule. Oh, ça y est, je vais me mettre à bâiller.